Bienvenue à toi mon ami dans cette nouvelle vidéo. Donc précédemment on a vu le résumé sur Bravest Journée. Je te mets en lien la vidéo dans la description si tu ne l'as pas vu. Et si tu as lu le manga, et ben sache qu'aujourd'hui on va faire la critique. Donc c'est très important que tu aies lu d'abord le manga parce que là je veux faire du 100% spoil, ok? Donc voilà, à savoir que cette édition donc n'existe plus. Maintenant la nouvelle édition qui est sortie la semaine dernière c'est Nouvelle Hydre et je vous le mets tout simplement là en image et dans la description si vous souhaitez prochainement acheter la nouvelle édition ou le manga pour un ami. Donc voilà, maintenant c'est fait, il va passer à la critique. Mais avant de rentrer dans le détail du manga, il est vrai que le protagoniste ressemble beaucoup à des personnages de Akira Toriyama. Vous l'avez compris, en tout cas, voilà, moi je trouve qu'il ressemble exactement à trois personnages. Le premier, c'est Kaioshin, d'accord, par rapport à sa morphologie et à sa coupe de cheveux, d'accord. C'est vrai que Jubi, il a une coupe de cheveux un peu steampunk. Le deuxième, c'est tout simplement Trunk petit par rapport à son type d'habit, d'accord, qui est un mix avec Trunk adulte, d'accord. Si on mixe un peu les trois, je trouve qu'on retrouve Jubei, en tout cas, une grande inspiration de ces trois personnages. Après, ça reste mon avis à moi. À vous de me dire si vous pensez ou pas la même chose dans l'espace commentaire. Et on commence de suite la critique. Même si elle a un peu commencé. Ok, donc allez, on va passer sur le chapitre 1 et ensuite les chapitres suivants. Donc le début du chapitre, on rentre tout simplement dans l'univers. On a la présentation de Jubei, de Donovan et de quelques autres personnages qui sont vraiment là pendant quelques minutes, d'accord? Donc on sait que Donovan fait des armes, que Jubei va les vendre et qu'il aime bien se fighter un petit peu avec des brillants. Bref. Au-delà de ça, donc Donovan va encore une fois intervenir parce que son petit-fils a un peu foutu la pagaille dans le marché, il utilise ses pouvoirs et finalement il tombe malade. Et on arrive enfin finalement sur cette fameuse planche, annonce le début d'une quête, on va pas se mentir, où en fait tout simplement Donovan dit voilà qu'il est malade et qu'il faut qu'il se fasse soigner. Mais le problème c'est que Jubei ne lui laisse pas vraiment le temps de continuer ses explications et qui part un peu à la va-vite, d'accord. Donc on le voit très bien dans cette planche où le grand-père dit « Ah mais non Jubei, tu n'as pas compris, reviens Jub !» Et du coup là on voit tout simplement Jubei en train de partir et en fait finalement on ne sait pas vraiment ce qui va en être. C'est-à-dire que là à ce niveau-là de l'histoire j'ai été un peu bloqué, je me disais « Attends, on n'a pas eu toutes les explications et qu'est-ce qu'il va faire finalement Jubei ?» Parce que en fait, Jubei, qu'est-ce qu'il fait? Il a interprété quelque chose et il fonce tête baissée voir ce Sinister, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, etc. Alors que finalement, c'est peut-être pas du tout ça. Et j'avoue que à ce moment-là, au niveau de l'histoire, j'ai pas trop kiffé ce moment-là. Je trouvais que c'était un peu... Enfin, j'ai pas trop aimé le comportement de Jubei, donc ce type de scénario là, j'ai pas trop kiffé et je savais pas trop à quoi m'attendre. Heureusement, après, par la suite, je n'ai pas été déçue. Mais voilà, en tout cas, je sais pas ce que vous auriez pensé vous par rapport à ça. Mais moi, en tout cas, c'est mon avis sur ce chapitre 1. Après, pour le chapitre 2, vraiment, voilà, ça commence à aller mieux. Là, on voit simplement Jubei en train de partir à l'aventure. Il sait pas trop où il va. Il tombe sur deux malfrats, finalement. Et finalement, après les avoir un peu martyrisés, il apprend qu'effectivement, il y a un fameux Sinister à un tel endroit, tatati tatata. Du coup, là, ça permet qu'il séduit. Donc, ce chapitre, il est plutôt sympathique. Voilà, en plus, on a une petite phase de combat. Je trouve ça sympa. Finalement, dans l'épisode 3, qu'est-ce qu'on voit? On voit nos trois autres mercenaires qui apparaissent, qui veulent en fait tout simplement trouver la princesse parce qu'elle a disparu, la princesse. Et donc apparemment, ces trois guerriers sont vraiment pas n'importe qui, ils ont vraiment une belle notoriété, malgré que le roi n'est pas forcément au courant. On va apprendre aussi du coup que Jubei va arriver pile poil à temps avant le départ de ces trois mercenaires et qui va pouvoir finalement peut-être s'insérer dans la quête parce que Jubei lui est intéressé par le Sinister et puis en même temps s'il faut libérer la princesse lui il s'en fout. Donc là c'est plutôt cool, il y avait une petite phase d'humour etc. J'ai bien aimé ce chapitre là. Le chapitre suivant, là on apprend vraiment à voir les protagonistes en train de se battre face à un troll. Alors j'ai vraiment aimé le côté artistique, les effets de vitesse etc. La phase de combat parce que là on peut enfin voir qui fait quoi, quelles compétences ils ont etc. Donc j'aime vraiment ça. En plus il y a des petites blagues avec Jubei et l'elfe parce qu'au début Jubei a pris l'elfe pour un gobelin, enfin c'est drôle, j'aime bien, c'est un peu l'humour à la française, ça m'a fait rire. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce chapitre.
Dans le chapitre 5, on se rend vraiment compte que Jubi est encore qu'un enfant et que parfois il dit des choses qu'il ne devrait pas. C'est parce qu'en fait ils arrivent finalement à entrer dans cette fameuse tour et ils auraient pu passer en fait comme si rien n'était, mais il a annoncé vouloir un peu casser la gueule au Sinister. Donc finalement il y a eu un combat inutile qui s'est fait. Bon, c'est pas grave, ça reste drôle, mais on voit vraiment en fait la différence entre les guerriers et Jubi. Finalement, à la fin de ce chapitre, ils vont accéder à un endroit qui est plutôt époustouflant, d'accord. Ils arrivent dans un endroit qu'ils ne pouvaient pas imaginer et finalement, voilà, on ne sait pas la suite encore avant la suite du chapitre 6, mais ça donne envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et finalement, à la fin de cet épisode, ils passent une porte et là, ils arrivent dans un monde un peu différent, alors qu'en fait, ils ont juste passé une porte. Et là, il y a une petite intrigue qui se crée, un petit suspense. On a hâte de savoir la suite. Le chapitre 6, ça reste l'un de mes favoris, je pense. C'est vraiment, ils sont dans ce monde, Jubi rencontre une petite dame, etc. Et finalement, il faut bien se méfier des apparences. La vie ne fait pas le moine, comme on dit. Effectivement, elle est loin d'être très gentille. Elle invoque des sortes de léviators un peu vilains, une sorte de gros serpents. Et en fait, ce qui est super dans cet épisode, c'est que Jubi arrive à se faire contrôler par cette sorcière en fait. Et ça c'est bien parce que finalement on se rend compte que il est pas si fort que ça. Effectivement c'est un petit héros bien sûr comme tous les héros, mais voilà, il peut lui arriver quelques malheurs parce que bien sûr ils foncent toujours tête baissée et donc du coup malheureusement il lui est arrivé ça. On voit un petit peu les autres guerriers se battre, donc c'est cool, on peut voir leurs compétences, qu'est-ce qu'ils ont encore, ça c'est plutôt pas mal. Et finalement on se rend compte que Jubi, malgré qu'il est contrôlé en fait grâce à son mental et à ses principes, parce qu'il ne veut absolument pas partager ses proies, il va tout simplement éventrer le monstre et ensuite grâce à un sort il va pouvoir en fait se libérer de cette femme qui l'avait ensorcelé. Donc l'épisode est vraiment sympa, un petit peu drôle aussi, donc j'ai vraiment apprécié celui-ci. Dans le chapitre 7 c'est plus du tout le même game, là on arrive, paf, ils ouvrent une porte et là, qui est-ce qui est au sol? Un cadavre et on se rend compte que c'est qui? C'est ce fameux Sinister. À ce moment-là, on se demande ce que Jubi pense parce qu'en fait, il était venu spécialement pour ce Sinister, mais finalement, il est mort au sol, il y a du sang de partout, ils savent vraiment pas ce qui s'est passé. Donc cet épisode, je l'aime bien parce qu'il est vraiment dark et ça fait avancer un petit peu l'histoire. Malheureusement, comme il veut encore foncer tête baissée, là, les trois guerriers décide de l'assommer, d'accord? Donc là, il l'assomme, etc. Et finalement, à la fin de ce chapitre, les trois guerriers, se rendent compte que la princesse est devenue complètement barjo et elle est très dark. Donc là, à ce moment-là, on veut vraiment lire la suite. Dans le chapitre 8, c'est un combat terrible qui se passe. La princesse, finalement, n'a pas du tout été enlevée. C'est elle qui s'est rendue ici pour apprendre à se battre avec son épée et elle pensait qu'avec le Sinister elle en apprendrait un petit peu plus. On apprend que c'est elle en fait sous un excès de rage qui l'a tué et elle a en fait du coup pris son épée. Grâce à ça, du coup elle a des pouvoirs magiques, donc des pouvoirs de Sinister et là elle semble incontrôlable et son seul objectif c'est tout simplement de massacrer les trois guerriers, tout simplement. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va vraiment les mettre au sol et c'est fini pour eux. À la fin du chapitre, il y a Jubi qui se réveille et là, il voit effectivement que ses trois camarades sont complètement HS par terre et il rencontre finalement cette fameuse princesse qui est vraiment dark. Et là, on sait très bien qu'à la suite du chapitre, ils vont se battre. Mais j'ai vraiment apprécié ce chapitre-là et ensuite, donc, on va passer au suivant. Donc le chapitre 9, c'est le chapitre l'un des meilleurs où on voit Jubi enfin se battre mais en 1-1, ce qui est un peu différent d'une bataille de groupe. Et là on voit quand même qu'il a cette facilité à bouger rapidement, il arrive à lui affliger quand même quelques dégâts, malgré que ça reste quand même un personnage basique, d'après ce que j'ai compris. Donc heureusement qu'il a pu peut-être combattre avec son grand-père Donovan qui était un Sinister, parce que voilà, il arrive quand même à riposter malgré qu'à la fin, il va se faire mettre plus ou moins KO. Jusqu'au moment du coup où, une fois qu'elle a mis tout le monde KO, elle va décider de faire une attaque pour tout détruire. Et c'est à ce moment-là, à ce rebondissement-là, que Donovan apparaît et qu'en un coup, il la met par terre. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre un Sinister de longue date et quelqu'un qui vient de commencer il y a quelques jours, quelques semaines, d'accord? On voit vraiment qu'il n'a pas fallu bien grand-chose à Donovan pour la mettre KO, ok? Mais cet épisode était vraiment bien parce que vraiment voilà, le fait de voir ce combat
ça m'a vraiment plu, voir comment le protagoniste évolue mentalement et aussi un petit peu au niveau de ses compétences. Et le dernier chapitre, et ben voilà, on apprend qu'on peut sceller le pouvoir de l'arme afin que ça n'impacte plus la personne qui porte celle-ci. Donc c'est ce qu'ils vont faire avec la princesse. Finalement après elle sera ramenée chez elle et on apprend aussi que Donovan va pouvoir être sauvé. Juste que le problème c'est que il a perdu sa relique. Donc c'est impossible de sceller son pouvoir. Et c'est à ce moment-là, vous l'avez bien compris, que va reprendre l'histoire. Jubei et ses 3 amis vont partir au Grand Est pour essayer de trouver cette fameuse relique. On n'a pas vraiment d'indication sur à quoi elle ressemble pour le moment. Mais voilà, en tout cas, ça ne m'empêchera pas de lire la tome 2 et la tome 3 pour voir ce qu'il en est. En tout cas, voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à mettre dans l'espace commentaire ta critique. Est-ce que tu as aimé le manga? Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Et si tu devais mettre une note sur 10, combien est-ce que tu mettrais? Voilà, en tout cas, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain résumé à l'arrache sur un manga, mais je te dis pas lequel. Allez, à bientôt l'ami, ciao ciao.